Bonjour, Gilles Pialou, je suis professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon et à Sorbonne Université. Je suis vice-président de la Société française de lutte contre le sida et je suis ravi de faire si ce n'est un best-of, en tout cas un résumé partial et partiel des données sur les IST en 2025. Et on commence évidemment par les chiffres. On va faire les chiffres de l'OMS. 82 millions de nouveaux cas de gonorrhée, 129 millions de nouveaux cas de chlamydia, essentiellement dans la tranche 15-49 ans, et 8 millions de nouveaux cas de syphilis, avec un focus particulier sur la syphilis chez les femmes enceintes. Alors, il y a des éléments objectifs et plutôt positifs qui essayent de tourner la recherche vers une recherche vaccinale, notamment la recherche vaccinale contre le gonocoque. Comme vous le savez, il y a eu une méta-analyse qui a été publiée dans PLOS Medicine sur les essais utilisant le seul et unique vaccin contre le méningocoque B en fonction des parentés antigéniques avec le gonocoque, qui avait été fait dans l'essai ANRS d'Oxivac auquel j'ai participé et dont on a déjà parlé sur Medscape. La méta-analyse montre globalement une efficacité autour de 34% dans les essais, avec 2 essais avec des résultats négatifs, dont Doxivac. Et on avait beaucoup d'espoir avec un vaccin développé par GSK qui s'appelle le GMMA, et le développement de ce vaccin spécifique contre le gonocoque est pour l'instant sorti du pipeline. Et puis, toujours un peu dans le futur, mais là on est dans un futur très positiviste. Il y a des essais, notamment en Australie, de vaccins ARN messagers contre chlamydia trachomatis, mais qui en est uniquement aux phases 1, 2. Alors, comme nous sommes en 2025, c'est l'année des recommandations, on reviendra un petit peu sur ce qu'il y a eu de nouveau sur les recommandations HAS sur les IST. On va commencer par le gonocoque. Très simple, 1 gramme de ceftriaxone pour tous les sites, donc ça c'est nouveau, compte tenu de l'augmentation assez importante des CMI au cefixime. Deuxièmement, pour les gens qui sont de retour d'Asie et du Pacifique, le protocole là par contre n'a pas changé, 1 gramme de ceftriaxone plus 2 grammes d'azithromycine et le test of cure, donc le test de guérison, qui est recommandé et qui est recommandé aussi en 2e ou en 3e ligne de thérapeutique, mais qui n'est pas recommandé en première ligne pour le gonocoque. Une petite particularité pour le gonocoque, c'est le fait qu'on s'occupe aussi des sujets contacts et de la notification des partenaires, et que si le dernier rapport sexuel potentiellement contaminant est de moins de 14 jours pour le partenaire, un traitement par 1 gramme de ceftriaxone est recommandé. Voilà pour le gonocoque. Pour la syphilis, là aussi quelques nouveautés. On avait jusque-là, pour les latences tardives, le choix entre 21 et 28 jours. Et c'est clair, c'est 28 jours dans les recommandations HAS 2025. Et pour la neurocéphilis, c'est ceftriaxone 2 grammes IV pendant 10 à 14 jours. Et là aussi, il y a une modification pour les sujets contacts. Et on considère que les contacts de 3 mois, et pas seulement 6 semaines, doivent être traités. Pour le mycoplasme, il y a peu de nouveautés. Le schéma entérine ce qu'on savait avec le schéma doxycycline, puis azithromycine ou moxifloxacine en fonction des résultats du génotype de résistance, avec une 3e ligne qui peut être soit la piostacine, soit l'aminocycline. En revanche, la dose d'azithromycine a changé. Elle est de 2 grammes à J1, puis 500 grammes à J2 et 500 grammes à J3. Donc ça, c'est des éléments importants. Pour le chlamydia, peu de changements. On n'utilise plus l'azithromycine en première ligne, mais ça, ce n'est pas une donnée nouvelle de 2025. Alors, sur l'efficacité vaccinale, on y revient rapidement. Les essais sont entre 33 et 40% d'efficacité, comme je le disais dans les méta-analyses, et dans plusieurs méta-analyses, dont celle du Journal of Infectious Diseases, on a 32% d'efficacité. Ça n'a pas empêché les Anglais, en 2025, de lancer une grande campagne de vaccination par le vaccin contre le méningo B à visée anti-gonococcique, et qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce lancement, qui a été d'ailleurs largement communiqué par les Anglais en juin
en juin 2025. Un élément important, c'est les recommandations qui ont été faites par l'HAS concernant la doxycycline en PEP, en prophylaxie post-exposition, avec un schéma que je rappelle, 200 mg en une prise orale au plus tôt après le rapport sexuel et au plus tard dans les 72 heures, sans dépasser 3 prises par semaine. La HAS ne recommande pas l'utilisation de la doxycycline en PEP, en prophylaxie post-exposition, mais fixe globalement tous les éléments pour pouvoir le prescrire en cas de confrontation avec le patient et de demande du patient. Donc globalement, une recommandation de ne pas faire de la doxyPEP, mais la possibilité technique de le faire. Un autre élément qui nous a beaucoup occupé est venu de nos amis belges, notamment ceux d'Anvers. Il y a eu plusieurs communications sur des études montrant qu'il n'y avait pas forcément d'utilité chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, notamment sous PrEP, de faire ce qu'on fait en France et qui est dans les recommandations, des bilans réguliers tous les 3 mois. Il y a un papier assez récent du 6 décembre du Lancet, de cette équipe d'Anvers, qui a suivi une cohorte de 3955 HSH, en regardant si le fait de faire de moins en moins du dépistage augmentait la survenue des gonocoques, des chlamydia trachomatis. Et dans cette étude, il confirme qu'on peut se passer, c'est ce qu'on appelle le bench statement, c'est-à-dire que contrairement à ce qui se fait en France et aux États-Unis, il n'y a pas un suivi systématique et un dépistage des infections sexuellement transmissibles chez les HSH à haut risque. Et on finira par une petite donnée en total lien d'intérêt. Nous avons publié les résultats de la bactério de l'essai ANRS Doxyvac, qui, comme vous le savez, est un essai à la fois de PrEP et de vaccin contre le méningocoque à visée antigonococcique. Et ce travail qui a été fait par Béatrice Berceau et publié dans CID très récemment a suivi le niveau de résistance sous doxyPEP et sous doxycycline post-exposition. Et dans l'essai donc Doxyvac, très clairement, il n'y a pas d'augmentation de la résistance à la ceftriaxone, au fluoroquinolone et à l'azithromycine, mais il y a une augmentation du niveau de résistance à la tétracycline et une diminution de la sensibilité au céfixime qui justifie une surveillance très particulière de ces patients qui sont sous doxyPEP, comme je le dis, n'est pas dans les recommandations, mais prescrit par certains cliniciens. Je vous remercie.